Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Geek pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr qui vous avait préparé une petite vidéo. Je suis pas là, comme vous le voyez. Je suis dans un décor un peu différent de la Bat Big B Mansion. En gros, on se retrouve très vite. Et Kerr, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Eh ben bonjour mon cher Greg, et je ne reconnais pas l'Arizona où tu es en déplacement, ça a l'air vraiment magnifique. Dans cette vidéo on va parler de quoi ? On va parler des sorties ciné et séries du mois d'août, parce qu'il y a quand même des choses à voir en ce mois estival. Donc voilà, on va commencer par les sorties au ciné, puis après on partira sur les films en VOD, donc sur les différentes plateformes, et on terminera avec un petit point sur les séries du mois d'août, parce qu'il y en a qui sont notamment très attendues. Donc voilà, bien dans les très attendus, bien sûr, il y a One Piece sur Netflix qui terminera le mois d'août. On commence par les sorties ciné. Alors traditionnellement, le mois d'août est un mois plutôt calme. Pourquoi ? Parce que alors qu'on parle de blockbuster de l'été, avant c'était le cas, mais maintenant beaucoup moins. Les gros films, vous savez, sortent généralement sur les mois de février, d'avril et de juin. Mais pas trop l'été, et le mois d'août encore moins que le mois de juillet. Pourquoi ? Parce que les Américains reprennent l'école et le travail beaucoup plus tôt que nous, vers mi-août. Donc du coup, bah voilà, le mois d'août est un peu plus soft aux US. Et alors le mois de septembre, c'est extrêmement calme. On avait un mois de juillet qui, si on se projette il y a 6 mois, devait être un mois sans grande surprise, avec logiquement une domination qui aurait dû être celle de Mission Impossible, et il s'est avéré que pour diverses raisons, et notamment une campagne promotionnelle liée entre Barbie et Oppenheimer, le fameux Barbenheimer, ça a donné 2 très gros succès et un échec. Celui qui est l'échec, c'est Mission Impossible, le film de Tom Cruise, qui, raison de son échec notamment aux US, c'est qu'il a perdu tout le parc des salles IMAX au profit d'Oppenheimer, qui a eu l'exclusivité et qui est sorti une semaine après. Et puis la promo ensemble de Barbie et d'Oppenheimer, et le fait que les 2 films aient d'excellentes critiques, explique pourquoi ils ont un succès actuellement vraiment impressionnant, il faut le dire. Oppenheimer, par exemple, est un des Nolan qui marche le mieux, hors Batman. Et c'est étonnant parce que c'est quand même un biopic de plus de 3 heures qui est rated, et un biopic, ça marche jamais vraiment beaucoup. Donc là, grosse réussite. Barbie aussi, il y avait énormément d'interrogations sur ce film. Est-ce que il allait être à la hauteur ? Est-ce que le public allait foncer le voir ? La réponse est oui. Donc voilà, et à côté de ça, il y a Mission Impossible qui est en échec, mais encore plus gros échec. On a le reboot de la maison hantée de Disney qui s'est littéralement fait marcher dessus par Barbie et Oppenheimer lors de son week-end de sortie. Donc je voulais faire avec vous un petit point sur le mois de juillet et se projeter sur le mois d'août et voir si au cours du mois d'août il y a potentiellement des films qui vont faire parler, des films qui vont attirer du monde en salle. On va commencer avec les sorties du 2 août. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, c'est déjà en salle puisque j'enregistre le 2 août. Et la grosse sortie du 2 août, c'est En eau très trouble, donc The Meg 2, qui s'appelle Meg 2 Trench en VO, qui a changé de réalisateur. Adieu John Turteltaub, remplacé par Ben Whistley, qui inconnu au bataillon. Il a fait 2-3 trucs sans grand intérêt. J'ai vu qu'il avait quand même réalisé des épisodes de Doctor Who. Donc les fans de Doctor Who, ne me frappez pas s'il vous plaît. Alors au casting, on retrouve toujours Jason Statham et Cliff Curtis. Un casting qui est intéressant dans cette suite parce qu'il est assez différent finalement de celui du premier. Dans le premier, on avait donc Statham qui portait le film, on avait plein d'acteurs secondaires qui étaient des acteurs qu'on avait déjà vus ailleurs. Cliff Curtis qui venait par exemple de Fear the Walking Dead et plein d'autres choses. Rainn Wilson bien évidemment de The Office. On avait Ruby Rose qu'on avait vu dans Orange is the New Black. Robert Taylor. Donc un casting avec des seconds rôles qui étaient des têtes connues et des têtes qu'on appréciait. Rainn Wilson
bien évidemment, quand on a vu The Office, on est très content de le voir dans le film. Et puis, il y avait quand même déjà un casting qui montrait que le film était tourné vers le marché chinois, avec la présence de Bing Lee et de Winston Chao. Et là, sur le 2, c'est très différent. Pourquoi ? Parce que si on retrouve Cliff Curtis, on peut noter que dans la promo du film, Jason Statham partage l'affiche avec un acteur et réalisateur chinois qui s'appelle Jing Wu. Et ça n'est pas anodin. Ça peut étonner, hein, parce que là, pour le coup, il y a vraiment les deux affiches, et, notamment c'est le cas à Paris où on voit les deux acteurs dans le métro. Jing Wu, c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais en Chine, c'est une méga star qui est notamment le réalisateur d'un des films qui a eu le plus gros succès historique en Chine, qui est Wolf Warriors 2, qui a dépassé les 800 millions de dollars rien qu'en Chine. Et derrière, il a fait The Wandering Earth, où il était acteur, qui est un film qui a énormément rapporté également, parce qu'il est à 700 millions de dollars. Et là, il est actuellement en production de The Wandering Earth 2. Donc, acteur-réalisateur qui pèse énormément. C'est une méga star. Et il partage donc assez logiquement, en tout cas pour le marché chinois, l'affiche de En eau très trouble. Voilà, qui est donc le film avec des mégalodons qui seront en grand nombre. Alors les affiches veulent être spectaculaires, les critiques le sont beaucoup moins, puisque à l'heure où je vous parle et le jour de sa sortie, le film se fait démonter en kit. Donc potentiellement une suite qui ne serait pas à la hauteur du premier, qui n'était déjà pas très très haut. Donc en eau très trouble, je vais y arriver. Grosse sortie du 2 août, mais potentiellement pas un grand film. Autre film notable disponible donc dans vos cinémas, c'est le nouveau film de Quentin Dupieux, Yannick, avec Raphaël Quenard et Blanche Gardin. Un film très étrange. Alors je l'ai pas vu, hein, mais d'après la critique et de plusieurs amis qui l'ont vu, mais avec de très bonnes critiques. Donc si vous aimez le cinéma de Quentin Dupieux, n'hésitez pas. Il y a également un film d'animation détective Conan. Et c'est à peu près tout pour le 2 août. Donc on va pouvoir passer à la semaine suivante. Et la semaine suivante est celle qui va vraiment nous intéresser. Alors, on a une comédie française qui sort, c'est Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Bon, typiquement le genre de comédie qui, moi, ne m'intéresse pas vraiment, avec Artus et Elsa Zilberstein. Mais ce jour-là, le 9 août, il y a deux films américains qui sortent donc en France et dont les premières critiques sont excellentes. Le premier, on n'aurait pas misé un centime dessus, c'est Gran Turismo, l'adaptation du jeu vidéo Gran Turismo, donc le jeu de voiture, réalisé par Neil Blomkamp, donc qui a notamment fait District 9, qui aurait pu faire Alien 5 si ça n'avait pas été annulé. Notamment par Ridley Scott. Et au niveau du casting, on trouve en acteur célèbre, hein, David Harbour de Stranger Things et Orlando Bloom, donc Legolas. Et apparemment, c'est excellent. Excellent dans les scènes d'action, même l'intrigue, enfin voilà. Donc potentiellement, ça pourrait être une belle surprise que ce Gran Turismo. Est-ce qu'on peut s'attendre à un succès en salle ? J'ai des très gros doutes. Là, je pense que sur les semaines à venir, Barbie et Oppenheimer sont plutôt peinards, même si potentiellement l'autre film qui sort le 9 août en France et donc le week-end d'après, enfin le week-end qui suit, aux US, fait encore plus parler de lui, c'est Ninja Turtles Teenage Years en français. Donc film d'animation de Jeff Rowe et Kyler Spears, qui est très clairement présenté par les critiques qui sont dithyrambiques à son sujet, et notamment insistent énormément sur la qualité de l'animation, mais aussi sur l'humour du film. Une sorte de Spider-Verse sauce Tortue Ninja, donc quand on vous dit ça, forcément ça intrigue et ça donne envie. C'est un petit peu la même conception, j'ai envie de dire, que le Spider-Verse, c'est-à-dire il y a eu des films d'animation Tortue Ninja déjà, et dans le
qui était assez, enfin, navré pour les fans, mais qui était assez quelconque, enfin, en tout cas qui ne sortait pas du lot, n'allait pas jouer des coudes avec les grands films d'animation qui sortaient en salle. Et c'était pareil pour Spider-Man. On a eu une tonne de films d'animation Spider-Man, et puis un jour Sony s'est dit bon, alors là sur le Spider-Verse, il y a de l'idée. Il y a des gens qualifiés, on va mettre plus de thunes, on les laisse faire et on voit ce que ça donne à la fin. Ça a donné quoi? Un énorme bijou avec Into the Spider-Verse et sa suite Across the Spider-Verse qui est un grand succès en salle. Et c'est un petit peu la même chose avec Ninja Turtles Teenage Years. Alors là j'ai le titre français sous les yeux. On fait confiance, vraiment on essaye de surfer sans mauvais jeu de mots avec Tortue Ninja sur le succès d'Into the Spider-Verse et on voit ce que ça donne. Et là globalement, alors je n'ai pas encore vu le film, mais par exemple Captain Popcorn l'a vu et m'a dit sur Twitter que c'était particulièrement réussi et drôle. Donc on a là peut-être la surprise et le film quali hollywoodien du mois d'août, donc à surveiller, sorti donc le 9 août. Il y a un film aussi qui peut être sympa qui s'appelle Zone de Turbulence, une comédie sur des personnes qui ont la phobie de prendre l'avion et qui, pas de bol, vont le prendre et vont avoir des problèmes pendant le vol. Donc voilà, Zone de Turbulence, petite comédie réalisée par, et je vais massacrer son nom, mais j'ai envie de le dire juste pour ça, Hafstein Gunnar Sigurdsson. Donc si tu nous regardes, désolé. Donc voilà pour le 9 août au cinéma. Et petite info quand même, il y a un film de Paul Thomas Anderson qui ressort en salle, c'est Punch Drunk Love, qui était, je trouve, particulièrement réussi et qui était avec Philip Seymour Hoffman, donc un film qui est sorti il y a 20 ans. Et Philip Seymour Hoffman, extraordinaire acteur qui est malheureusement décédé. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez y aller. On va passer au 16 août avec un film français porté par l'actrice française Anaïs Demoustier, que j'adore, qui s'appelle La Bête dans la jungle. Un film étrange, dramatique, sur une boîte de nuit. Alors le scénar a l'air assez complexe, donc tant que je ne l'aurais pas vu, je ne saurais trop vous en parler. Mais je voulais au moins le citer. Il y a un truc qui est intéressant, c'est le film Reality, qui a déjà fait beaucoup parler, qui est porté par l'actrice Sydney Sweeney de Euphoria, qui est une excellente actrice. Et c'est un biopic sur Reality Winner, qui est une jeune demoiselle américaine qui a été arrêtée par le FBI et interviewée. Alors je vous en dis pas plus, mais on suit l'interrogatoire de Sydney Sweeney pendant le film, et il se passe il y a un mystère derrière tout ça. Le film a d'excellentes critiques aussi. Donc Reality est un film à noter sur le mois d'août, mais ça n'est pas la grosse sortie du 16 août. La grosse sortie, c'est un film DC. Vous allez me dire quoi? Il y a un film DC qui sort au mois d'août? Oui, c'est Blue Beetle. Alors Blue Beetle est réalisé par Ángel Manuel Soto, avec dans le rôle principal Zolo Maridoué. Je vais complètement massacrer son nom. Vraiment, si Zolo, tu regardes cette vidéo, ah bah je m'excuse. Blue Beetle, c'est un super-héros d'ici assez peu connu. Le choix d'en faire un film avait déjà énormément étonné. Donc les pouvoirs de Blue Beetle, je vous laisserai les découvrir. Les bandes annonces ont suscité un intérêt somme toute assez modéré, et je suis poli. Ça a pas l'air cata comme ça vu de loin. On n'a pas pour l'instant de retour presse au moment où j'enregistre sa vidéo, donc je ne peux pas vous dire si c'est cata ou pas. Le statut du film, on en avait parlé dans les news, est un peu étrange parce que c'est un film qui est très à part du DCU, mais qui est raccroché d'une manière assez étrange à ce que veut développer James Gunn et Peter Safran dans la suite de DC. Il y a dans les acteurs vraiment connus, on peut citer quand même Suzanne Sarandon au casting. Et il y a un truc qui est assez inquiétant, c'est que 3 semaines avant sa sortie, le réalisateur a demandé à la Warner pour pouvoir continuer à travailler sur le film. Ça, c'est pas un bon signe.
mais j'ai pas envie de cracher dessus avant de l'avoir vu, ou en tout cas avant d'avoir les premiers retours, parce que je trouve que visuellement il y a un truc, et c'est très bête ce que je vais dire, mais je trouve que les affiches sont plutôt réussies, donc il y aura déjà ça de bien sur Blue Beetle. Est-ce que ça sera un succès? Si ça en est un, ça sera hyper étonnant. C'est très mal vendu, c'est vendu de manière très discrète. La Warner ne sait probablement pas quoi faire de ce super-héros. Ça ne veut pas dire que le film sera mauvais, mais dans un contexte où DC est en train de se réinventer avec James Gunn après l'incroyable échec de The Flash, et il y aura une vidéo sur la chaîne sur les échecs de 2023, et The Flash c'est vraiment le number one, et c'est un incident industriel absolument incroyable qui méritera une série sur Netflix et plusieurs thèses universitaires menées par des passionnés de cinéma et d'économie. Passer après The Flash, après l'échec Shazam 2, pour Blue Beetle c'est quand même très compliqué, quand on sait que ce qui va arriver après, c'est Aquaman 2 qui devrait logiquement être repoussé à cause de la grève des acteurs, et en plus a des premiers retours de projection test qui sont absolument catastrophique. Blue Beetle a l'air d'être noyé dans un marasme total, et en fait l'avenir de DC c'est Superman Legacy, quoi. C'est le début vraiment en film. Alors, il y aura un film animé avant qui marquera vraiment le début de l'ère James Gunn chez DC et de sa prise de contrôle des films et productions et séries DC. Mais alors pour ceux qui s'inquiètent, The Batman et tout, c'est à part. On l'a déjà évoqué dans une vidéo d'ici qui expliquait tout ça. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Mais voilà, tant qu'il n'y a pas Superman Legacy, je pense que du côté de DC, il faut pas s'attendre à des choses extraordinaires. Et Superman Legacy, c'est pas avant 2025, donc on a le temps de voir arriver les choses. Il y a un autre film intéressant le 16 août, c'est le nouveau film de Pedro Almodovar, qui était à Cannes, qui s'appelle The Strange Way of Life, avec Pedro Pascal et Ethan Hawke qui jouent un couple homo qui essaye de se retrouver à travers le désert. J'ai pas vu de critique autour de ce film, donc je ne saurais vous en parler. Et si vous aimez Metallica, sachez aussi qu'il y a un concert qui sera au cinéma. Donc j'aime les Metallica, donc voilà, il y en a même deux. Donc si vous êtes fan de Metallica, n'hésitez pas à aller les voir, même si le mieux quand même pour Metallica, et pour les avoir vus un paquet de fois en live, c'est quand même de les voir en concert, en vrai. Alors là on passe au 23 août, et là le 23 août on sent vraiment que c'est les vacances qui commencent à toucher à leur fin. La rentrée approche, et au niveau ciné ça se calme, et là on commence à balancer des films dans lequel on ne croit pas beaucoup, et dans ces films-là, il y a les films de Liam Neeson. Alors Liam Neeson, immense acteur, la liste de Schindler notamment, Star Wars, pour ceux qui adorent Qui-Gon Jinn. Liam Neeson, depuis Taken, s'est enfermé dans des films d'action. Il y a quelques années, il a dit vraiment, moi j'en ai marre de faire ça, j'arrête, et du coup il en a fait 25 depuis. Et là, il part sur un film qui s'appelle Retribution, mon anglais est fabuleux, qui, alors vraiment, a un pitch qu'on n'a pas déjà vu 250 fois. C'est donc Liam Neeson, c'est un businessman qui monte dans sa voiture, il y a une bombe dessous, il le sait pas. Le méchant qui a mis la bombe dessous l'appelle et lui dit « Mon gars, tu fais exactement ce que je te dis, sinon tu pètes ». Toute ressemblance avec un film comme Speed par exemple, ou comme Phone Game, non, c'est vraiment un pur hasard. Bon, après, ça tombe, on aura un film divertissant pour une soirée où on s'ennuie, etc. On a quand même le 23 août le film de Robert Rodriguez, Hypnotique, qui sort tard dans l'été, ce qui n'est pas du tout un bon signe, avec Ben Affleck, Alice Braga et Gigi Pardo, qui est le héros de Mayans MC, donc au casting. C'est un film de braquage avec donc des criminels qui hypnotisent leurs victimes. Sur le papier, pourquoi pas, Robert Rodriguez est quand même un grand réalisateur. Une nuit en enfer, moi j'ai adoré le film Grindhouse qu'il avait fait avec... il y avait un film de Tarantino, un film
de Robert Rodriguez. Robert Rodriguez qui d'ailleurs, il y a quelques jours, on a eu le teaser de son reboot de Spy Kids qui sera à la rentrée sur Netflix. Pas l'air folichon tout ça. Et donc voilà, ce Hypnotique qui sort cet été. Vraiment, moi je suis juste inquiet par la sortie aussi tardive, quoi. C'est vraiment pas un bon signe pour un film d'action, pour un thriller qui, s'il avait été très très bon, aurait pu sortir avant. Peut-être que je me trompe, peut-être pas, on verra. Il y a un film d'horreur aussi qui sort le 23 août qui s'appelle Le Dernier Voyage du Déméter. Voilà, c'est l'histoire d'un navire commercial qui est attaqué. Bon, ceux qui aiment les films d'horreur auront peut-être de quoi se faire plaisir. On a eu cet été assez peu de choses intéressantes à se mettre sous la dent. On a eu Claw, qui est sorti en VOD, qui est un film de 2021 sur un raptor qui est extrêmement mauvais, je tiens à le souligner. On a eu le dernier Insidious. Voilà. C'était pas tout ça n'est pas folichon. Est-ce que le dernier voyage du Déméter sera à la hauteur? Je ne sais pas. Je ne connais pas l'anime Psycho-Pass, mais enfin j'ai vu un ou deux épisodes, mais du coup je ne me permets pas de dire que je connais. Mais en tout cas, Psycho-Pass aura un film d'animation qui sortira au cinéma le 25 août, anniversaire de ma sœur que je salue. Et le film s'appelle Providence. Donc voilà, et puis la dernière semaine du mois d'août, il y a des sorties le 30. Il y a Equalizer 3 qui est le dernier. Denzel Washington l'a dit, Equalizer, toujours réalisé par Antoine Fuqua, Antoine Fuqua réalise beaucoup de trucs très très moyens, mais on n'oubliera pas qu'il a réalisé le très très bon Training Day, qui avait valu à Denzel Washington un Oscar, et là on retrouve donc Denzel Washington. Dakota Fanning est également au casting, et l'Equalizer, qui est d'ailleurs a été adapté en série télé, l'Equalizer, Robert McCall, retourne en Italie et il se rend compte que son bled est contrôlé par un gang. Vous imaginez bien que l'Equalizer ne va pas se laisser faire et va tous les tuer. Je vous ai spoilé le film, désolé. Je ne l'ai pas vu, mais c'est évident. C'est le dernier, on verra si c'est véritablement le dernier. Voilà pour les sorties ciné du mois d'août. S'il fallait en retenir que deux, il y aurait bien évidemment les Tortues Ninja et Gran Turismo. Et puis Blue Beetle quand même, allez, pour voir si vraiment DC touche le fond ou pas. Moi, je vous avoue que si j'ai trouvé The Meg, donc en eau trouble, le premier, assez mauvais, surtout sur sa deuxième partie, et plutôt réussi sur sa première partie, le fait qu'il y ait un film avec des mégalodons qui sortent au cinéma me donnait très envie, mais les critiques de En eau très trouble étant très mauvaises, ça m'a clairement refroidi. Donc peut-être qu'au mois d'août, finalement, ce que vous avez de mieux à faire, c'est d'aller voir Barbie ou Oppenheimer. Voilà pour les sorties ciné. Il y a des sorties également plateformes. On va commencer par Amazon Prime, donc qui sort assez peu de trucs. Et alors, il y a deux films inédits que là j'ai repérés sur le mois d'août. Il y en a un qui fait peur, qui s'appelle Time is Up 2, qui est une romance emmenée par Bella Thorne, je sais pas comment on le dit, qui est pas réputée pour être une actrice, mais plutôt un modèle. Bon, c'est clairement pas ma cam. On a également un film qui s'appelle My Dear Fucking Prince, qui va opposer le fils du président américain au prince Harry. C'est une comédie, ça sort le 11 août. Bon, pareil, ça a pas l'air d'être du tout ma cam, mais j'ai pas eu de retour sur ça, donc je vais bien me garder de donner mon avis dessus. De toute façon, je nomme pas mon avis sur ce que je n'ai pas vu. Après Prime, on passe à Apple TV+, et il y a vraiment un film très intéressant qui sort sur Apple TV+, le 3 août, donc qui est déjà sorti au moment où vous regardez cette vidéo. Vous savez peut-être qu'en France, Apple TV+ est dispo sur Canal+, donc le film est sur Canal+. Il s'appelle A Good Person. Il est réalisé par Zach Braff. Qui est Zach Braff? C'est le héros, c'est JD
dans Scrubs, mais c'est aussi un réalisateur, c'est un artiste que j'adore, je suis pas le seul, on avait notamment parlé plein de fois dans Cut and Click avec Ardell, et il avait réalisé Garden State notamment en 2005 avec Nathalie Portman, qui était très chouette ce film. Il a fait en 2014 un film que j'ai adoré, qui était le rôle de ma vie. Là plus récemment il a fait un film, un braquage à l'ancienne avec des papys, qui était moins réussi. Il a refait une série derrière, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais qui avait complètement floppé aux US et qui avait été annulé au cours de sa saison 1. Là, concrètement, dans A Good Person, il y a un casting, et ce casting envoie sévère Morgan Freeman et surtout Florence Pugh. Donc Florence Pugh qui est donc Black Widow, qu'on a vu dans Oppenheimer, qu'on verra, croisons les doigts, en fin d'année, mais plutôt en 2024 dans la deuxième partie de Dune. Actrice vraiment excellente, donc voilà, que je l'avais vue dans un film qui a été moyennement bien accueilli, mais que moi j'ai beaucoup aimé, et où elle était excellente, qui est Don't Worry, oh là, mon anglais est cata, Don't Worry, j'arriverai pas, donc rigoler un bon coup, Darling, d'Olivia Wilde, qui est un film qui a fait énormément parler, notamment à cause de la promo qui a provoqué le divorce entre Jason Sudeikis et Olivia Wilde. Il y a eu des gros problèmes avec les acteurs du film, et notamment Chris Pine qui s'est fait cracher dessus par Harry Styles et compagnie. Bref, vraiment une promo en or massif, hein, vraiment tout ce qui s'est passé à côté du film, ça avait l'air très très chouette. Et bien évidemment, parler de Florence Pugh, c'est en parler de son film et de son meilleur rôle, qui est celui de Midsommar, film que je vous conseille chaudement, qui est sorti en 2019, film d'Ari Aster, je ne sais pas comment on le dit, mais Harry en tout cas, et qui est un film très étrange, mais excellent, vraiment excellent. Donc elle est fabuleuse dans ce film. On trouve également Will Poulter, qu'on a vu récemment en Adam Warlock chez Marvel. Donc ça, c'est la grosse sortie du côté d'Apple TV+. C'est le gros film production originale Apple. Je ne parle que des productions originales, hein, pour les plateformes. Du côté de Disney+, il y en a plusieurs. On a le film un date sans fin, qui est une sorte de un jour sans fin, mais c'est sur un date. Donc sur un rendez-vous, une demoiselle revit constamment le même rendez-vous, voilà, avec donc sa nouvelle petite amie. Casting, pas grand monde de connu, voire même personne. Les premiers avis sont pas folichons. Ça sort le 11 août. Voilà, je le cite pour être poli. On a surtout Anti-Gang La Relève, ça c'est le 25 août, c'est la suite de Anti-Gang, le film avec Jean Reno et Alban Lenoir. Cette fois c'est vraiment Alban Lenoir qui porte le film sur ses épaules. Donc Alban Lenoir, c'est Balles Perdues, c'est Aka notamment pour Netflix. Cette fois il est passé du côté de Disney+, pour cette suite. Jean Reno est toujours là, mais un rôle plus secondaire. Donc voilà, Anti-Gang, ça intrigue. Donc pourquoi pas. Nos pires amis 2 sort également le 25 août sur Disney+. C'est la suite de Nos pires amis 1, avec Steve Buscemi, mais surtout avec John Cena, qu'on retrouve dans le film. Le premier était sympatoche, ça se laisserait regarder. Donc pourquoi pas voir le deuxième, c'est Vacation Friends 2 en VO. Ça c'est pour Disney+, et on va passer du côté de Netflix. Alors pour vous dire que la très grosse sortie des VOD des films en VOD sur Netflix du mois d'août sort le 11. C'est Agent Stone, porté par Gal Gadot, qui est présenté véritablement comme un James Bond, j'allais dire un James Gunn. Il est partout, James Gunn. Non, là aujourd'hui il a supplanté James Bond. C'est un James Bond féminin, donc avec Gal Gadot dans le rôle principal. On retrouve également Jamie Dornan dans le film. Mathias oh non mais c'est pas vrai, ils ont tous des noms improbables. Mathias Schweighöfer, qu'on a vu dans le film de Zack Snyder avec les zombies. Me demandez plus le titre, le film était trop mauvais pour que je m'en rappelle. Donc voilà, il y a eu déjà des projections et elles sont pas folichonnes. Voilà, donc ça je tiens à vous le dire. On a un film d'animation qui est très attendu, qui sort le 18
Hoot, qui est le roi singe, donc The Monkey King, qui est une relecture de la légende chinoise du singe au super pouvoir. On verra ce que ça donne. Notamment au doublage, il y a Billy Wong de Jurassic Park. Donc moi, quand je vois le nom de Billy Wong, je suis toujours content, même si son rôle dans Jurassic Park a été absolument entaché par tout ce qui a suivi dans Jurassic World. Voilà, c'est le scientifique méchant dans la trilogie Jurassic World, mais qui était donc le scientifique de Jurassic Park qui était là à l'éclosion de l'œuf de Raptor. Et voilà, forcément, c'est quelque chose, quoi. Voilà pour les sorties donc SVOD. On va passer aux séries télé. Alors pour le petit écran, on va faire comment ? Ça va être très simple. On va d'abord parler des nouveautés ou nouvelles saisons, nouvelles séries dans un premier temps, puis ensuite on va parler des séries qui s'arrêtent parce qu'il y en a qui sont en cours de diffusion et qui valent le coup qu'on s'arrête dessus, notamment du côté d'Apple TV+. Juste un mot pour vous dire que là, fin juillet, il y a une série qui est sortie, donc l'adaptation du jeu vidéo Twisted Metal avec Anthony Mackie, donc le Faucon, et Stéphanie Béatrice de Brooklyn Nine-Nine. Pourquoi j'en parle ? Parce que elle a eu une communication très étrange. Elle est diffusée sur la série, sur la plateforme Peacock. Les critiques sont plutôt correctes. On en a très très peu entendu parler. Il n'y a pas de diffusion française, donc pour nous c'est normal, mais aux US elle n'a pas fait grand bruit. Et j'en parle parce qu'on a fait une vidéo qui est sortie sur la chaîne très récemment sur l'étrange communication des plateformes. Je vous invite à aller là à regarder. Alors au niveau des nouveautés, on va le faire dans l'ordre. Il y a la saison 2 de Heartstopper sur Netflix, donc sur un jeune couple gay. J'ai pas vu la saison 1, donc je vais pas en dire davantage. Elle a très bonne presse, donc écoutez, pourquoi pas. On a ensuite, ça va être sur Disney+, le 9, le début de la saison 3 de Only Murders in the Building avec Meryl Streep. Ça quand même il faut le faire, toujours Steve Martin notamment et Selena Gomez, donc ça c'est vraiment le gros morceau, un des gros morceaux de Disney Plus du mois d'août. Bien évidemment, pour ceux qui suivent attentivement les sorties séries, vous savez qu'il y a la grosse série du mois d'août qui est sur Disney+, mais ça j'en parlerai après. On a le 14, le début de la dernière saison de Billions, donc la saison 7. Billions, c'est vraiment une série intéressante, je trouve, qui a un public somme toute très limité, mais qui a quand même réussi à avoir cette saison avec Paul Giamatti dans le rôle phare. On trouve aussi Damian Lewis qui a été un temps absent de la série mais qui revient pour le final, Malin Akerman et une actrice que j'adore, qui fait vraiment partie de mes actrices préférées, qui est Maggie Siff, qui était la petite amie de Jax Taylor dans Sons of Anarchy, et qui est géniale dans cette série. Donc Billions, c'est la dernière saison qui commence le 14, donc si vous aimez cette série, sachez qu'elle débarque. Le 15, on a la série d'animation de Disney Plus Solar Opposite qui reprend avec la saison 4. On a ensuite, je scrolle un petit peu, un événement, à mon sens, sur Apple TV+, le 23, qui est la saison 2 de Invasion, avec l'actrice iranienne, je masquerai son nom, je suis désolé, Golfite Farahani, que j'adore, et pas qu'elle. Il y a un excellent casting dans Invasion avec des acteurs qui sont pas forcément très connus. C'est une série étrange, Invasion, c'est une série sur l'arrivée d'extraterrestres sur Terre, mais c'est vraiment abordé d'une manière originale, c'est très posé. La musique est absolument brillante. Il y a vraiment une atmosphère dans cette série, un rythme qui peut en dérouter certains, mais qui peut vraiment pousser d'autres à en tomber amoureux. Et ça a été mon cas, j'ai beaucoup aimé la saison 1. Mais voilà, elle est vraiment particulière, donc mais c'est de la quali pour moi. Et Invasion, la saison 2, c'est un des grands rendez-vous du mois d'août. Mais le 23, c'est surtout le jour de la sortie
de la série événement du mois d'août, la série Disney Star Wars Ahsoka, basée donc sur le personnage d'Ahsoka Tano, interprété par Rosario Dawson, qu'on a pu voir déjà dans The Mandalorian. Il y a un excellent casting dans cette série, c'est notamment la dernière série avec Feu Ray Stevenson, l'acteur qui jouait Titus Pulo dans Rome et qui est décédé il y a peu de temps, malheureusement, grosse perte. Donc voilà, Ahsoka, c'est plein d'espoir. C'est plein d'espoir. Moi, il y a notamment Mary-Elizabeth Winstead, qui est une actrice que j'adore, qui joue dedans. C'est les personnages de Star Wars Rebels. C'est l'amiral Thrawn. C'est peut-être Ezra. Dans le lore de Star Wars et dans ce qu'a développé Dave Filoni dans les séries animées, c'est extrêmement prometteur, les bandes annonces sont rassurantes, on peut espérer une série Star Wars qui sera quali comme l'a été Andor. Donc ça commence le 23 avec le premier épisode. Gros enjeu pour Disney, on va pas se mentir, série qui débute fin d'été, qui devrait logiquement faire beaucoup parler sur le mois de septembre, un mois qui va être plutôt peinard en termes de sortie de série. Donc là vraiment il y a de quoi faire pour occuper l'espace pour Disney et espérer pour les amoureux de Star Wars qu'on ait vraiment une série quali. On enchaîne avec le 24, la sortie de la saison 3, série norvégienne Ragnarok, qui est une adaptation de la mythologie nordique aujourd'hui avec des ados. Alors présenté comme ça fait peur, mais la saison 1 était très cool. La saison 2, je l'ai pas regardée. Donc je vais être très honnête avec vous, je ne l'ai pas encore regardée, elle est là tranquillement sur le côté en train de m'attendre. La saison 3 donc c'est le 24, alors le héros globalement on comprend que il a le marteau de Thor et qu'il va devenir le Thor contemporain. Mais la manière dont était construite la saison 1 était assez étonnante. Donc pourquoi pas. Et on termine avec les nouvelles saisons de ce mois d'août avec donc le 31, le dernier jour du mois d'août, car cette année il n'y aura pas de 32 août. C'est la série Archer avec sa saison 14, donc Archer, vraiment série de qualité que vous pouvez retrouver sur Netflix. C'est très drôle, c'est mature, Enfin, moi j'adore Archer, vraiment, et c'est en plus une série qui vous prend à contre-pied en permanence, avec des saisons sur des thèmes qu'on voit pas venir et qui peuvent être déroutantes. Mais voilà, cette saison 14 qui commence le 31, et dans les séries qu'il faut continuer de suivre au mois d'août, du côté d'Apple, il y en a plusieurs, alors que je me rends compte que j'en ai oublié une qui commence le 2, c'est la saison 3 de Physical avec Rose Byrne sur l'univers du fitness. C'est pas trop ma cam, le fitness, je dois l'avouer, mais dans les séries ça se voit dans les séries Apple qu'il faut suivre. Sur ce mois d'août, on a la saison 2 de Fondation, bien évidemment. On a la série Swagger sur le basket universitaire. On a la saison 2 d'After Party. La saison 1 était vraiment très cool. La saison 2, je l'ai commencé, elle a l'air dans la même veine, donc ça c'est cool. Et la série événement, j'ai envie de dire, à côté de Fondation bien sûr, parce que les fans de Fondation sinon vont hurler, mais la série événement actuellement sur Apple, c'est Hijack, avec Idris Elba qui joue un négociateur en entreprise, je ne savais pas que ça existait, qui monte dans un avion, cet avion est détourné, et Idris Elba va donc devoir négocier avec les terroristes, qui sont des terroristes très étranges, au point où on en est dans la série. On ne sait pas pourquoi ils font ça, ils sont de toutes origines. Donc Hijack, pour l'instant, c'est très bien construit, c'est très prenant. Quand un épisode se termine, on a vraiment envie de voir la suite. Donc série efficace, c'est pas la série du millénaire, ok, mais c'est vraiment une série qui fait le taf. Donc ça, c'est du côté d'Apple. Je vous ai parlé d'Archer le 31 et vous allez me dire, mais le 31, moi je l'ai noté dans mon calendrier, il y a un truc qui sort sur Netflix. C'est vrai, c'est pour certains le gros événement, donc on a Ahsoka, et pour d'autres, c'est bien évidemment la sortie de la série Netflix One Piece, l'adaptation d'un manga qui apparemment serait connu.
Alors je l'ai jamais lu, mais je sais qu'One Piece est un des mangas, si c'est le manga le plus lu au monde. L'adaptation, alors l'adaptation de One Piece a donné lieu à plein de fantasmes, notamment sur le montant, puisque au début on parlait de série la plus chère de toute l'histoire de l'humanité. C'est faux. Ça déjà, c'est sûr. Après, Netflix a mis quand même un gros chèque dessus et espère vraiment que ça va marcher. On sait que les adaptations de manga et d'anime sur Netflix, ça se passe pas toujours bien. Le dernier, c'est Cowboy Bebop, que j'ai trouvé très sympatoche, mais par exemple Greg, qui est un amoureux fou de l'œuvre originale, a fait plusieurs malaises en regardant la série Netflix. Là, One Piece, ça fait flipper tout le monde. Le premier teaser et les premières images ont vraiment inquiété. Le premier vrai trailer a l'air d'avoir plutôt rassuré. Pas totalement. Donc les aventures de Monkey D. Luffy, le roi des pirates en série télé, c'est vraiment le grand mystère de ce mois d'août. Est-ce que ça va être une catastrophe absolue, une série qui va faire le job, une très grosse surprise? C'est un mystère. Je vais pas tourner autour du pot. Pour l'instant, c'est difficile de se prononcer. Je sais pas, moi il y a un truc qui m'intrigue, c'est est-ce que la série va être accessible à ceux qui ne connaissent pas l'œuvre originale? Probablement que oui. Alors je dis probablement que oui, mais si vous ne connaissez pas les livres The Witcher, par exemple la saison 3, sortez les rames parce qu'il y a quand même énormément de choses qui doivent vous passer complètement au-dessus. Et j'ai notamment une pensée très émue pour les personnes qui ne connaissent pas les bouquins et qui ont vu l'épisode de The Witcher avec Petit Cheval. Je pense que là, on a perdu beaucoup de monde et il y a eu beaucoup de malaise aussi. Et pourtant, épisode nécessaire pour la suite. Très, très nécessaire, indispensable. On reparlera peut-être de The Witcher. Juste un mot là comme ça pour ceux qui se posent la question. On a vu des commentaires passer. Moi j'ai terminé la saison 3. J'ai trouvé que la première partie était catastrophique. Le dernier épisode, l'épisode 5, était un peu au-dessus. On sentait qu'il mettait en place quelque chose d'intéressant avec le soulèvement de Tanned. Et le soulèvement de Tanned, qui est le premier épisode de la deuxième partie de The Witcher, franchement est très réussi pour la série. Très au-dessus de tout ce que la série a proposé, tant dans la réalisation que dans les scènes d'action, etc. Avec un Henry Cavill qui est nettement meilleur que dans le début de la saison 3. On rappelle que c'est sa dernière saison. L'épisode suivant est un épisode que j'ai trouvé particulièrement chiant mais nécessaire pour la suite, et je peux pas vous dire pourquoi. Et le dernier épisode, c'est vraiment une transition vers la suite, mais la suite sans Henry Cavill, qui a une dernière scène d'action qui est plutôt réussie, mais pas de dernier plan bien à lui. Ce qui était plutôt étonnant. Donc c'est un départ plutôt discret de Cavill de The Witcher. Après, les audiences sont nettement inférieures à ce qu'il y avait avant. Les critiques sont pas bonnes du tout sur la saison 3. Il y a déjà pas de hype sur l'arrivée donc de Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Rive. Il y a même plutôt un gros rejet. Donc je serais pas étonné qu'avec les audiences, même si la saison 4 a été commandée, que Netflix derrière arrive et dise écoutez, on arrête. On rappelle quand même, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, que Netflix avait déjà laissé aux créateurs de The Witcher, la possibilité d'arrêter la série. À la fin de la saison 3, quand Henry Cavill a annoncé qu'il arrêtait. Donc c'est que Netflix n'est pas non plus hyper attaché à la production, qui est une production coûteuse, qui déçoit beaucoup les fans, et dont les audiences sont en très nette baisse. Donc voilà pour One Piece, pour The Witcher. Et maintenant on passe donc aux séries qui sont actuellement en cours et qui vont se terminer au mois d'août. On peut citer également la fin de Riverdale. Là c'est clairement la fin totale de la série. Le dernier épisode sera diffusé sur Netflix en France le 23 août.
Voilà, c'est la fin de la saison 7. L'épisode 20. On peut également citer la fin de Star Trek Strange New Worlds qui est sur Paramount+, la fin de la saison 2, série Star Trek qui a très bonne presse aussi. Je dois l'avouer. On a la deuxième partie, d'ailleurs, tiens, je l'ai oublié, je suis désolé, de The Lincoln Lawyer, donc la stratégie Lincoln, si je dis pas de bêtises en français, série Netflix que j'ai zappé, vous ne m'en voudrez pas, donc, qui est la deuxième partie de la saison 2, parce qu'elle a été coupée en deux parties. La première était au mois de juillet. Et j'ai envie également de citer dans les séries qui se terminent au mois d'août, le spin-off étonnant de Justified avec Timothy Olyphant. Justified, c'était une série avec donc Timothy Olyphant qui était extraordinaire dans Deadwood, qui jouait un shérif à l'époque donc du Far West dans Deadwood, et qui là joue un shérif mais maintenant dans Justified. La série a été arrêtée pendant des années. Là il y a un spin-off qui s'appelle City Primeval qui est toujours avec Timothy Olyphant. Si c'est, alors j'ai pas encore vu le spin-off, si c'est aussi bien que l'était Justified, c'est une série à voir. Et alors la série ne sera pas terminée, mais je tiens quand même à parler d'une série qui est actuellement en cours de diffusion au mois d'août, à côté de Futurama d'ailleurs. Futurama a repris aussi au mois de juillet sur Disney+, après de longues années de pause. Série qui se termine, enfin qui ne se termine pas, mais qui continue au mois d'août, c'est la série animée Harley Quinn, qui est maintenant passée sur Max, qui était sur la plateforme animée de DC. Harley Quinn, c'est vraiment super, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Je vous conseille chaudement de regarder cette série qui est très drôle, qui est souvent touchante. T'as un travail sur les personnages qui est étonnant. Batman, vous l'avez jamais vu comme dans Harley Quinn. Poison Ivy est génial, le Joker est étonnant. Bane est bête comme ses pieds, enfin, et super doublage en VO, super VF, je tiens à le souligner, il y a vraiment une super VF. Donc voilà, Harley Quinn, top, et c'est diffusé sur Toonami en France. Mais du coup la saison 4 est pas encore diffusée, et je ne sais pas si elle sera diffusée sur le Pass Warner. Donc vous allez me dire, super cette info, tu ne sais pas, en effet. Je ne sais pas tout. Voilà, c'était les sorties du mois d'août. J'espère que il y a de quoi faire pour vous. Il y a des choses qui vous intéressent. N'hésitez pas à dire ce que vous attendez le plus dans les commentaires, dans les séries, dans les films qui sortent ce mois-ci. Et puis, on parlera peut-être des sorties. Ah non, il y a une autre série auquel j'ai envie de parler. Avant de vous abandonner, sachez que Loki débarque en octobre, début octobre. Ça sera peut-être la très grosse série à venir du côté de la rentrée. Et l'autre série dont je voulais vous parler, c'est la nouvelle série de Taylor Sheridan, donc le papa de Yellowstone et notamment de Mayor of Kingstown, que je vous conseille chaudement et qui est sur Paramount+. Et la nouvelle série s'appelle Special Ops Lioness, avec Zoé Saldana et Nicole Kidman. C'est alors pour l'instant j'ai vu les 3 premiers épisodes qui ont été diffusés. Le pilote est sympathique. Le deuxième épisode est très réussi et dur. Le troisième épisode un peu plus, enfin on rentre dans l'intrigue. L'intrigue c'est quoi en fait? On suit une équipe de la CIA qui infiltre dans des groupes terroristes des femmes qui sont donc formées par la CIA et par l'armée américaine, avec un grand risque que malheureusement pour elles leur mission se passe très mal. C'est pour l'instant c'est très prometteur. Quand je dis que l'épisode 3 m'a un peu déçu, c'est que le côté infiltration dans des groupes terroristes, on l'a déjà vu dans de très très nombreuses séries. Ça a été traité très bien dans des séries comme Homeland par exemple. Je sais pas si cette série arrivera à le faire aussi bien. C'est en tout cas pour l'instant un plaisir de regarder ça chaque semaine. Zoé Saldana est excellente dans cette série. Il y a des acteurs
et actrice qu'on a déjà vu dans les autres séries de Taylor Sheridan, puisqu'il a l'habitude de reprendre, il a ses acteurs fétiches et il les remet. Donc par exemple, il y a un acteur qui joue un militaire dans Special Ops Lioness qui jouait un maton dans Mayor of Kingston. On a un des acteurs de 1883 qui joue dans l'unité de Lioness. Bref, c'est pour les acteurs, pour le côté très prenant, vraiment, c'est une série que je vous conseille. Donc voilà. On s'arrête là-dessus. Passez une très bonne fin de journée. Des bisous. À bientôt. Ciao.